Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h51, les grands débats ce matin, ça démarre avec Arlette Chabot, vous appelle comme tous les matins, 0826 300 300. On va parler de ce Conseil des ministres, forcément, Arlette Chabot, c'est sous tension. Sous tension avec toutes ces polémiques, ces affaires dont on parle finalement et qui effacent les sujets de fond en quelque sorte. Et puis en plus la particularité aussi pour ces ministres, c'est qu'il va y avoir le vote silence entre guillemets, puisqu'il y a la réserve qui va s'imposer à eux avec cette entrée dans la campagne des législatives. Donc c'est un moment quand même un peu particulier pour ce gouvernement et ces ministres. Alors il faut plaindre un peu Olivia Grégoire qui va faire son premier compte-rendu du Conseil des ministres aujourd'hui et qui n'échappera pas évidemment aux questions concernant au moins Damien Abad en premier. Et puis aussi le choix de Pape Ndiaye. Ça n'a rien à voir, évidemment. Hein. Oui. Ce sont deux. Mais franchement, il faut le préciser. Il y a un débat intellectuel sur effectivement le choix de Pape Ndiaye. Qui ne correspond pas sur ses positions à celle de Jean-Michel Blanquer. Il est très différent. C'est même effectivement les deux opposés. Donc pourquoi le président de la République a choisi Pape Ndiaye pour succéder à Jean-Michel Blanquer, qui s'était lui engagé très fort, on le sait, sur les sujets de laïcité, sur la l'universalisme républicain. De la dénonciation de l'islamo-gauchisme, alors que Pape Ndiaye disait il y a quelques mois, entre autres, sur ce sujet précisément, qu'il ne faut pas connaître l'université pour imaginer qu'il y a un développement de ces théories islamo-gauchistes. Donc, ce sont deux positions. Donc, ce sont des sujets de fond. Ils n'ont rien à voir avec la gestion quotidienne de l'éducation nationale. Évidemment, ça, c'est un débat intellectuel. Et puis, il y a la situation de Damien Abad. Peut-il rester ? Oui, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Effectivement, les deux plaintes précédentes ont été classées, mais encore une fois, le parquet de Paris va se prononcer. Effectivement. Oui, parce qu'il y a un signalement, disons-le, qui a été transmis au parquet de Paris, qui va prendre une décision. Elisabeth Borne a été très claire hier. Si ça bouge sur le plan, effectivement, la justice bouge, le gouvernement réagira. Donc, elle ne peut pas, elle en plus, avoir l'air de ne pas se préoccuper absolument de ce sujet. Elle est femme, encore une fois, elle a placé son action sous le signe de les jeunes filles, l'aide, leurs rêves. Donc, il faut agir. Donc, ce sont des sujets très différents, mais c'est vrai que ça pourrit un peu. Quant à la réserve, tant mieux. Ça évite au ministre de dire beaucoup de bêtises. Parfois, on se souvient en 2007 d'un Jean-Louis Borloo, effectivement, parlant d'une TVA sociale, et ensuite on avait dit que ça avait coûté 50 à 70 députés à la majorité que souhaitait le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Donc, le silence, le calendrier a même été fait, disait-on, pour que les ministres n'aient pas le temps de parler et donc de déraper éventuellement ou de compromettre la campagne électorale. Donc ça, c'est bien. En revanche, démarrer avec quand même, j'allais dire, 3 affaires, 3 débats, 3 polémiques, c'est quand même très compliqué. Ça fait beaucoup pour Elisabeth Borne. Oui, d'ailleurs, on vous pose cette question sur ce premier Conseil des ministres. Comment trouvez-vous ce nouveau gouvernement par rapport au précédent ? C'est assez compliqué. Hein. Les messages sont assez durs. En tout cas, vous dites plus à droite à 6%, plus à gauche à 13%, toujours aussi équilibré 2%, et en proie aux affaires, bien entendu, c'est ce qui prime à 79%. Et Perplexe nous dit, il n'y a plus de gauche ni de droite, il y a des exécutants de l'oligarchie mondialiste, et ceux très rares qui ont le courage de s'y opposer. Il y va fortement. Nous, on va plutôt du côté du standard, en l'occurrence. 0826 300 300, vous nous appelez bien sûr avec... C'est Eric qui est avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour Benjamin, bonjour Cécile, bonjour aux auditeurs. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir peut-être sur ce nouveau gouvernement ? Oui, c'est la continuité. Hein. On voit ça commence sur les chapeaux de roue avec les affaires. Hein. On a eu 5 ans d'affaires. Ça recommence avec déjà, comme vient de dire, déjà 3 affaires. C'est tout roule quoi. À partir le nouveau Macron, c'est à partir de maintenant, on va dire, c'est comme d'habitude. Hein. Puis bon, il a été fait sur la communication. Ça aussi, il n'y a rien de nouveau. Hein. Sous le soleil. Hein. Ils mettent des ministres qu'on va parler. Là, on en parle. Hein. Mais c'est bien entendu pas sur le bon. Hein. Moi, je préférerais avoir des ministres qui travaillent plutôt que quand on parle d'eux sur des affaires. Hein.
C'est malheureux. Ben, on va faire réagir justement, Éric, vous restez avec nous, avec Arlette Chabot, justement sur les questions de ces affaires. C'est vrai que ça a pourri déjà le premier quinquennat. Là, on se dit quoi? On se dit que c'est reparti finalement pour rebelote pour ce second quinquennat. Alors honnêtement, encore une fois, je n'aime pas le mot affaire parce que affaire. Oui, alors il y a bien la différence entre affaire, polémique, débat. Un débat sur le fond, un débat intellectuel n'est pas une affaire. On n'est pas sur des histoires d'argent, de patrimoine, rien à voir. Il y a le cas Damien Abad d'un côté, il y a le choix de maintenir Éric Dupond-Moretti qui n'est pas coupable. Ben, il est effectivement mis en examen et c'est un choix politique d'Emmanuel Macron de le maintenir à ce poste. Parce qu'il est en opposition depuis le début, on le sait, aux magistrats, et le président de la République ne veut pas donner le sentiment qu'il cède aux magistrats à la pression des magistrats. Voilà. Donc ce sont des cas, encore une fois, totalement différents. Ce qui est effectivement gênant, c'est que ce gouvernement, pour le reste, est composé de gens qui ont des compétences, qui sont des techniciens et qui sont peut-être parfois trop techno, mais en tout cas qui sont des gens compétents. Donc ça pourrait marcher. C'est pas Flambard, il n'y a pas de Nicolas Hulot, mais Nicolas Hulot, ça finit mal aussi. Donc c'est pas la peine. Ce sont des gens compétents et tout ça est abîmé, un peu terni. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le vrai départ du gouvernement. Et avec, on parle beaucoup évidemment du pouvoir d'achat, c'est la préoccupation des Français. Bruno Le Maire va commencer, lui, effectivement, à travailler, à concerter sur les mesures dont la Première ministre parle déjà beaucoup et dont lui aussi parle déjà beaucoup, qui doivent séduire les Français. Et tout ça est évidemment perturbé. Et donc, quand on brouille les messages, quand des messages deviennent inaudits parce que perturbés, bah évidemment, c'est un souci majeur pour un gouvernement. Et on y reviendra aussi sur ces législatives dans moins de 3 semaines avec la règle est dite et elle est redite. Eh bien, pour les ministres qui ne seront pas élus, ils ne seront pas renouvelés justement. En tout cas, ils seront démis de leur fonction. Voilà, ministre battu, ministre perdu. Dehors. Voilà. Il quitte le gouvernement. C'est ça l'idée. On en parle, on continue d'en parler bien sûr avec vous dans ces débats du grand matin avec Éric Revel aussi qui va nous rejoindre dans un instant. Absolument, qui reviendra sur le gel des loyers dans les tuyaux du gouvernement, sans ministre du logement. Pas officiellement. Alors, Emmanuel Vargon nous disait tout à l'heure que peut-être après 6 victoires aux législatives il y aura peut-être en l'occurrence un ministre du logement. Ça peut encore bouger, mais alors ça, on verra bien. On attend des noms. Restez avec nous, c'est le grand matin de radio, il est 8h58. Dans un instant, la suite des grands débats. En attendant, tout de suite, c'est Éric Revel. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour Éric. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bah oui. Bonjour. Et bienvenue. Ça va, toutes. Ça va bien. Monsieur le président de la République, bloquer les loyers, c'est le slogan de la carte postale que la Confédération nationale du logement a envoyée à l'Élysée. La question, Éric, refait surface car le prix des loyers suit l'inflation qui explose dans notre pays. Oui. Alors les associations montent au créneau, demandent en urgence effectivement de geler les loyers pendant 1 an. À partir du 1er juillet prochain, alors on verra la réponse du gouvernement. Pourtant, la question du logement, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre législative. La gâchette législative est facile sur la question du logement. Il y a eu pas moins de 6 lois, je regardais, dans notre pays depuis 1994, dont la fameuse dernière en date de 2018, la loi Elan, c'est son nom, pour encadrer les loyers qui ne cessent de s'envoler, vous l'avez dit, Benjamin, avec une pression immobilière. Il y a quand même 6, 7, 8 millions de personnes mal logées en France, plus de 300 000 SDF. Les jeunes, on le sait, sont de plus en plus touchés. Ils ont de plus en plus de mal avec des salaires bas. Quand on commence à bosser, c'est pas facile de trouver un loyer qu'on peut financer dans les grandes métropoles. Et puis, vous l'avez dit, avec la forte inflation, l'indice des loyers ne cesse de grimper, s'ajoutant évidemment au problème de pouvoir d'achat des Français. Bon, et l'encadrement des loyers, Éric, comment ça marche concrètement ? Alors c'est assez simple, dans les zones où il y a encadrement du loyer, parce que pour l'instant, c'est pas évidemment partout en France. Alors c'est le préfet qui fixe chaque année et par arrêté préfectoral des loyers de référence exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable pour chaque catégorie de logement dans chaque secteur géographique de la zone qui est encadrée, en tout cas pour ces loyers. En cas de non-respect, attention, le préfet peut infliger une amende. Ça a été le cas la semaine dernière, je regardais à Lille, où le représentant de la République a infligé 9 000 € d'amende pour non-respect de l'encadrement des loyers. Alors, ce qui me fait le plus rire, c'est que 9 000 € c'est beaucoup, mais dans une ville, Lille, où 49%
des petites annonces de loyer dépassent le loyer de référence encadré. Donc, si le préfet il continue, il va en coller des amendes. Ouais. L'inflation dépasse les 5%, en tout cas en France. Ça a poussé encore le prix des loyers. L'encadrement des loyers va-t-il s'étendre dans notre pays ? Oui, alors Emmanuel Vargon, tout à l'heure à votre micro, l'ancienne ministre du Logement le rappelait, c'est tous les trimestres qu'on hausse potentiellement le loyer moyen. Alors déjà en avril, ça fait plus de 2,84% en moyenne des loyers en France à cause de l'inflation. Clause de revoyure en juillet et en octobre prochain, où là, les associations craignent une hausse de 5% pour respecter donc l'envolée de l'inflation. L'encadrement des loyers, pour l'instant, c'est Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne. Peut-être étendu bientôt à Montpellier et à Bordeaux, voire à 28 agglomérations en France. Mais attention, il faut quand même le souligner, sans être démago, il y a aussi un effet pervers à l'encadrement du loyer. C'est que les petits propriétaires, notamment privés, sont tentés de retirer du marché leurs biens parce qu'ils estiment que par rapport à leur coût à eux, c'est pas suffisamment rentable. Et puis, il y a aussi tous les retraités, vous en parliez, qui s'inquiètent de ne plus pouvoir louer leurs biens. Alors, vous ajoutez à cela, parce qu'on en parle peu ou pas, même si le chef de l'État en avait parlé, la production de logements neufs lors du premier quinquennat de Macron, qui n'a pas atteint les objectifs de production de logements, là, vous avez deux ingrédients pour un marché de la location qui sera de plus en plus tendu, avec donc une demande supérieure à l'offre, et donc une nouvelle hausse dans les semaines, dans les mois qui viennent des loyers. Ouais, Rappelons que le pouvoir d'achat, quand même, et sa composante logement, on va terminer là-dessus, Eric, c'est plus d'un quart des budgets familiaux, et pourtant donc pas de ministre du logement à part entière dans ce gouvernement. Oui, vous en avez parlé, Emmanuel Vargon. Alors j'écoutais, moi, c'est incompréhensible, c'est un couac, c'est un loupé. Le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages français. Leur pouvoir d'achat est attaqué de tous côtés. Comment expliquer ce raté, l'absence d'un ministre du logement à part entière? Alors le logement, comme on vous le rappelait tout à l'heure, comme les transports, d'ailleurs, ont été inclus dans le ministère de la Transition écologique. Bon, on comprend l'idée, mais tout de même, l'absence du symbole logement dans ce gouvernement est quand même choquant, voire provoquant, mais on est rassuré. Emmanuel Vargon vous l'a dit tout à l'heure, l'ancienne ministre du Logement est persuadée qu'après les législatives, patatras, il y aura une nouvelle ministre du Logement. Oui, on verra ça justement. Merci Éric Revel. On continue d'en débattre justement avec vous, Arlette Chabot, et puis avec nos auditeurs 0826 300 300. Arlette, déjà, ça vous a surpris de ne pas voir de ministre du Logement justement sur cette composition de ce premier gouvernement, Elisabeth Borne? Oui, vous savez, Éric le sait mieux que moi, c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les acteurs disent il n'y a pas qui s'occupe de la pêche, qui s'occupe du logement, qui s'occupe des transports. Alors c'est vrai qu'on s'est aperçu que Amélie de Montchalin a récupéré effectivement au nom de la planification écologique ces secteurs, mais c'est très symbolique parce que les milieux professionnels ils pensent qu'ils sont reconnus en même temps puisqu'ils ont un ministre, ça veut dire un interlocuteur particulier. Alors, est-ce que ce sera corrigé? Effectivement, on peut imaginer des secrétaires d'État ou d'autres ministres délégués qui prendront en charge des secteurs, mais c'est très important de montrer, il y a aussi l'artisanat, à chaque fois c'est la même chose, il y a des secteurs professionnels qui disent mais on est méprisé, c'est vécu comme un mépris par des acteurs de terrain quand il n'y a pas effectivement le mot clé qui est accolé à un ministre plein, comme on dit. L'impression d'être méprisé. Et Éric Revel aussi, il y a cette question qui se pose, c'est du coup vers quel ministère on s'oriente, qui est l'interlocuteur à ce niveau-là? C'est aussi la question qui se pose pour ces acteurs, pour ces professionnels. Amélie de Montchalin va avoir un boulot gigantesque, au moins jusqu'au législatif. Parce que, un ministère fourre-tout. Je veux bien croire qu'il y a un lobby des transports, mais c'est très important, les transports. Je veux bien croire qu'il y a un lobby du logement, mais on le disait tout à l'heure, pour les Français, c'est le premier poste de dépense. Alors, on verra après les élections législatives. Ce qui est certain quand même, c'est qu'on peut comprendre la logique, quand même. On peut comprendre la logique. Moi, je crois pas du tout à un ministère gigantesque comme celui-là. Il va falloir le tronçonner, le découper, parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Mais je comprends la logique qui consiste à dire, le transport, il doit être peut-être plus vert. Le logement, il doit être plus écolo. La prime, ma prime rénov' et autre chose. Donc, que ce soit sous l'ombrelle d'un ministère de la transition écologique, ça paraît assez logique politiquement. Sauf que c'est infaisable au quotidien. Enfin, je vois pas comment un ministre peut gérer
tout ça à la fois. Donc, même avec un cabinet. Il y a la question de l'énergie, il y a la question aussi, pour le coup, des loyers au niveau purement économique sur ce gel des loyers. En plus, on a l'impression, vous le disiez, Eric, qu'en fait, on multiplie les lois, on les enchaîne les unes après les autres, et qu'en fait, on se retrouve dans la même position aujourd'hui où c'est quel jeu d'équilibristes on va devoir faire entre d'un côté les bailleurs, les petits propriétaires aussi, vous l'avez rappelé, et puis de l'autre, ceux les plus jeunes, par exemple, qui doivent se loger et qui n'ont pas forcément les moyens. Accès à la propriété. Oui, bien sûr. Et puis, vous rajoutez à cela quand même si le président de la République s'est exprimé sur le sujet, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Emmanuel Vargon n'est plus ministre délégué au logement, c'est qu'il y a eu un échec patent sur le nombre de logements qui devaient être produits. Je crois que l'objectif c'était 500 000 par an si ma mémoire est bonne, et ça atteint 300 000 péniblement. Donc quand vous avez un tel décalage entre l'offre et la demande, évidemment le prix du mètre carré s'envole, mais derrière le prix du mètre carré, il y a le prix du mètre carré loué aussi. Donc le prix du mètre carré à l'accès à propriété s'envole, mais le prix des loyers s'envole aussi, parce que vous avez tout simplement une demande qui est forte de la part de ménages solvables, et en face une offre qui est insuffisante de production de logements. Donc vous avez plus l'inflation aujourd'hui. Vous avez les deux ingrédients que j'expliquais, j'espère clairement, dans mon papier tout à l'heure. Oui, c'est très clair. Juste petite précision, parce que la Première ministre, Elisabeth Borne, a été interrogée sur le gel des loyers. Elle a répondu très clairement, attention, je me méfie des fausses bonnes idées. Tout à fait. Donc ça donne une indication. Il y a que Cécile Duflot qui pensait à l'époque que c'était super quand elle était ministre du Logement, vous savez, qui a fait quand même pas mal de mal au secteur, il faut le dire rétrospectivement. Il y a que Madame Duflot qui pensait qu'il y avait qu'à Faucon et il fallait tordre le cou de ces méchants propriétaires qui étaient tous des nantis, et en face il y avait que des gens qui avaient des difficultés à se loger. Voilà, le camp du bien, le camp du mal, je m'en méfie aussi toujours. Oui, Arlette, vous le disiez, justement, Elisabeth Borne qui a calmé le jeu très clairement sur cette question absolument. Interrogée 2 fois sur le sujet, elle dit donc attention, les fausses bonnes idées, elle explique, on réfléchit, on regarde le problème du logement, mais le gel, visiblement, c'est pas son truc. C'est pas a priori la priorité. Vous savez, pour elle. Juste, je rajoute un mot, que ce soit le gel du niveau des loyers ou que ce soit le gel des prix des produits de première nécessité, comme Jean-Luc Mélenchon le dit. En fait, on a des retours historiques qui montrent comment ça se passe. En général, ça fonctionne pendant la période où vous bloquez les loyers, où vous bloquez les prix de première nécessité, et une fois que vous levez la barrière, en fait, il y a une espèce de rattrapage mécanique, parce qu'il y a des coûts de production en face, ou il y a des coûts de logement en face, et là, les prix s'envolent de nouveau. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas bloquer tout ça, j'en sais rien, mais que les gens ne pensent pas que sur un claquement de doigts, si vous voulez, les choses vont s'arranger et que les loyers ne progresseront plus, ou que le prix des denrées alimentaires qui répondent à des logiques de marché ne progresseront plus non plus. C'est bien plus compliqué et difficile que ça, malheureusement. On continue d'en parler, bien sûr, de ce nouveau gouvernement, du pouvoir d'achat lors du jour, bien sûr, de ce premier conseil des ministres. Dans un instant, avec vous, Éric Revel, et avec vous, Arlette Chabot. Sans compter bien nos auditeurs, bien sûr. Si vous avez envie de réagir sur ces questions-là, vous nous appelez un numéro pour ça, le 0826 300 300. 9h15, à tout de suite. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. 9h18, la suite des grands débats, 0826 300 300. Arlette Chabot, Éric Revel sont avec nous ce matin. On évoquait l'encadrement des loyers et la suite. Benjamin, si vous voulez nous en parler, si vous aussi, effectivement, vous subissez peut-être une hausse de loyer, vous avez peur de cette hausse des loyers, 0826 300 300. Et plus globalement, finalement, on revient sur cette thématique, celle du pouvoir d'achat. On parlait de l'inflation aussi, également, le pouvoir d'achat qui sera à l'ordre du jour de ce premier conseil des ministres, avec des confirmations, des annonces, ou en tout cas des confirmations de ce qui a été déjà annoncé pendant la campagne présidentielle de la part d'Emmanuel Macron. Éric Revel, là-dessus, ça va être quoi, une opération communication, stratégie politique à 3 semaines des élections législatives ou pas? Sur le pouvoir d'achat, sur cette question du pouvoir d'achat. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un vrai sujet que le gouvernement va traiter. Vous parliez des premières négos qu'a déjà entamé Bruno Le Maire, qui s'est donc succédé lui-même à Bercy. Non, là c'est pas. Ça peut pas être du calcul politique. Là, la question du pouvoir d'achat, on ne cesse de le dire, et l'inflation ne cesse de le rappeler de manière quotidienne. Elle est sur la table pour un nombre croissant de Français. Donc je veux pas croire un seul instant
que cette question du pouvoir d'achat soit prise à la légère et soit une sorte de yo-yo politique. Donc pas de cynisme, qu'on agiterait juste avant les élections législatives et qu'on replierait dans sa poche après. Non, je crois pas. Je crois que le problème est vraiment sur la table. Et puis, comment ce gouvernement va financer tous les chèques promis, le chèque alimentation dont vous parliez, les chèques énergie s'il faut en rajouter, c'est extrêmement compliqué avec des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui vont monter, avec une dette qui s'accumule. Enfin, c'est des sujets, là, franchement compliqués. D'ailleurs, finalement, Bruno Le Maire, qui nous avait expliqué 15 jours avant l'élection présidentielle que l'économie française était resplendissante, a été obligé d'admettre 15 jours après l'élection que les difficultés étaient devant nous. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel moment il a manqué de clairvoyance. Je pense que là, il y avait un calcul électoral de la part du ministre des Finances avant les élections. À ce moment-là, oui. Arlette Chabot, par rapport à cette question du pouvoir d'achat, du côté du gouvernement, il y a une prise de conscience finalement continue qui se poursuit sur cette question-là. C'est un vrai engagement sur le long terme? La campagne présidentielle s'est faite en grande partie, c'est porté par Marine Le Pen et puis Jean-Luc Mélenchon, sur effectivement le pouvoir d'achat. C'était au cœur de la campagne. Alors pendant un moment, effectivement, le gouvernement a dit, mais nous, on a pris des mesures, le blocage des prix de l'énergie, la baisse des 18 centimes sur le carburant, donc on a bien répondu. Puis on a vu effectivement, compte tenu de l'inflation, qu'il fallait prendre d'autres mesures. Alors c'est vrai que c'est pas de l'électoralisme, mais ne pas annoncer maintenant que des mesures vont être prises et qu'il y aura un collectif budgétaire qui sera voté par le nouveau Parlement, ne pas l'annoncer, ce serait évidemment une erreur politique à un peu moins de 3 semaines des élections législatives. Mais c'est une nécessité. Et pour le reste, on voit bien effectivement que Bruno Le Maire répétait encore que 5% en France contre 8% en Allemagne ou 11% en Espagne, c'est formidable. Mais pour les Français, c'est effectivement beaucoup. Éric Revel, clairement, ça va se jouer sur cette question-là, encore une fois, du pouvoir d'achat, comme pour les présidentielles, ces législatives. C'est le thème du moment. Je ne sais pas si les mesures... vous avez vu quand même que les mesures annoncées par Jean-Luc Mélenchon au nom de la NUPES, ne traitent finalement, et on ne retient finalement que les questions liées au pouvoir d'achat. Vous avez vu qu'il est passé d'un SMIC net de 1400 à un SMIC de 1500 euros. Bon, j'allais dire, il est temps que les élections approchent et il est temps qu'on passe à autre chose, parce qu'il va finir par nous promettre un SMIC à 2000 euros, Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, quand vous voyez l'impact que ça a sur le restant de la grille des salaires dans l'entreprise, c'est pas là aussi, c'est évidemment que la question du pouvoir d'achat est centrale. Évidemment qu'il y a des gens qui souffrent, mais faire croire aux gens que tout ça va passer crème, comme disent les jeunes, qu'il n'y a pas de problème, passer le SMIC à 1500, à 1600 ou 1700, tout le monde, toutes les TPE pourront les financer, toutes les PME pourront le financer. Pardon, c'est pas responsable. Ah mais alors du côté de notre journal, reportage de Clément Barguin, avec justement un nombre de personnes qui disaient c'est bien de nous annoncer des primes, de prolonger des primes, mais sauf que ça ne suffit pas finalement dans le quotidien pour faire face aux difficultés. Est-ce que c'est pas mettre un pansement sur une jambe de bois aussi, cette question-là? Le problème de la prime, c'est que elle rentre, elle vous aide à court terme, mais elle rentre pas, par exemple, dans le calcul des retraites. C'est ce dont se plaignent les fonctionnaires. Puis je vous rappelle toutes les promesses qui ont été faites sur le pouvoir d'achat. Vous vous souvenez quand même, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, qui expliquait que le point d'indice des fonctionnaires allait être évalué avant l'été. Vous vous souvenez de ça? Bon, très bien. On en est où aussi? Ça aussi, c'est une façon de redonner du pouvoir d'achat. Donc, il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites. Il y a l'opposition qui paraît la plus visible à ce stade, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui en rajoute, qui est dans la surenchère. Moi, je crains une espèce d'effet déceptif après les législatives, quel que soit le résultat. Et comment et dans quel état social sera le pays? Alors, à chaque fois qu'on a annoncé des rentrées chaudes, elles n'ont pas eu lieu, d'un point de vue syndical ou d'un point de vue social, dans ce pays. Mais là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont sur la table et qui devraient inquiéter le pouvoir en place. Mais ça rejoint aussi les propos d'Elisabeth Borne qui disait hier je ne mentirai pas aux Français. Enfin voilà, Et en gros, sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas peur finalement que, à force de faire des promesses, on ait une forme de
déception au final, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a cette inquiétude-là et est-ce que ça ne joue pas ici justement encore plus pour cette rentrée sociale qu'on annonce? Effectivement, on verra ce qu'il en est déjà chaude. Alors, quels que soient les problèmes, c'est vrai qu'en France, on a toujours l'habitude de dire c'est pas assez, je veux plus, le toujours plus. Bon, mais il y a surtout un télescopage dans les annonces effectivement hier au fond d'Elisabeth Borne. C'est certes les mesures en faveur du pouvoir d'achat et puis il annonce que les concertations sur la réforme des retraites vont commencer aussi après les législatives. Donc ça veut dire qu'on ne va pas attendre l'automne. On avait dit finalement il y aura le sucré. Voilà, les bonbons, les mesures en faveur du pouvoir d'achat, puis après on verra bien à l'automne si on lance ou pas la réforme des retraites. Là, pour des raisons aussi financières, qu'Éric expliquera évidemment bien mieux que moi, il faut trouver un peu d'argent si on continue à en distribuer, et l'argent, on va le trouver dans la réforme des retraites, mais finalement on ne va pas le trouver en 48 heures. Mais il faut lancer cette réforme, et c'est là que ça va être compliqué, entre des mesures que l'on trouvera bien, mais vite insuffisante, parce que je ne pense pas que l'inflation, effectivement, se réduise très vite, et les perspectives de cette réforme des retraites, sur laquelle, la nécessité de laquelle le gouvernement devra convaincre. C'est pas gagné. Vous savez, il y a un sujet dont on discute jamais quand on parle de la réforme des retraites, c'est ce que j'appelle la captation des trésoreries des régimes concernés. Je m'explique. Je discutais avec des gens importants de l'Agirc Arco, qui sont les retraites complémentaires, et ils m'expliquaient que eux, ils n'avaient pas de problème de financement. Ils ont connu ça il y a quelques années, mais là, c'est pas du tout le sujet. Ça va plutôt bien, je me disais, pour le financement des retraites complémentaires. Et cette personne ajoutait, on a même un trésor estimé à 70-75 milliards d'euros qu'on investit régulièrement. Et l'une des tentations, sans doute, du gouvernement, pour essayer de mettre en conformité la trajectoire budgétaire qu'il a promis à Bruxelles avec des économies nécessaires, c'est de capter une partie ou toute ou partie de ces trésoreries. Souvenez-vous que Christine Lagarde avait regardé du côté de l'assurance vie. Non, elle avait regardé du côté de l'assurance vie. C'est 1700 milliards d'euros en France. Et là, les gens de l'Agirc Arco disent si la réforme de retraite, ça consiste à mettre la main sur le grise-vie, vous connaissez la suite dans les tontons flingueurs. Touche pas à ça, quoi. Enfin, là, je polis. Oui, exactement. Arlette Chabot. Là-dessus, effectivement, sur cette crainte aussi, éventuellement, là-dessus, sur ce sujet-là. Oui, enfin, en tout cas, ça fait deux sujets. C'est gros, je veux dire. C'est-à-dire que la feuille de route du gouvernement, elle est quand même extrêmement impressionnante. Surtout que les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, on les a pas encore. Et donc, c'est pour ça que je disais que l'inflation, c'est pas fini. Le blé, quand vous allez à la boulangerie, c'est bien évident. Quand vous faites vos courses supermarchés, tout le monde le voit, tout le monde le constate. Et quand vous faites à nouveau le plein d'essence, vous êtes reparti sur les 2 euros. Donc, tout ça fait beaucoup d'inquiétudes qui s'ajoutent avec, effectivement, le refus ou la compréhension de la nécessité absolue de la réforme des retraites. Qui n'est pas évidente, effectivement, pour la plupart des... Et puis je complète juste la pensée macroéconomique d'Arlette Chabot. Pardon. Non, je complète parce que c'est important ce que vous venez de dire, c'est que le principal moteur de l'économie française, c'est la consommation des ménages. Pour consommer, il faut 2 choses. Il faut du pouvoir d'achat et de la confiance. Vous n'avez plus de pouvoir d'achat, vous n'avez pas de confiance, donc la consommation des ménages va baisser. Et donc, les taux de croissance annoncés mirobolants par notre ami Bruno Le Maire, qui a quand même concédé un 0% de croissance au premier trimestre, je vous rappelle, 0% de croissance. 0,2 deuxième. Bon, eh bien, ça va se révéler malheureusement juste. Et si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez plus d'emploi non plus. Oui, bien sûr, voilà. Tout à fait. Bon, c'est lundi, de bonne humeur, en tout cas pour commencer la journée. Oui, soyez gais, gardez le moral. Non, mais soyez gais, effectivement, et puis c'est important aussi de faire le point sur ces questions. On parle vrai sur Sud Radio, donc on dit des choses. Voilà. Merci beaucoup, Éric Revel, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup aussi, Arlette Chabot, d'avoir été avec nous ce matin. On poursuit, bien sûr, sur Sud Radio, avec la vérité en face dans un instant, Cécile. Oui, la vérité en face avec, vous le savez peut-être, le président de la République aurait mis la pression à Kylian Mbappé pour prolonger son contrat avec le PSG. On se pose la question, quels sont les enjeux justement de la politique sur le sport? On en parle avec 2 spécialistes dans un instant. À tout de suite.